Bon, bienvenue tout le monde à la librairie Chien sous la Lune. J'ai le grand honneur et le plaisir à accueillir Mathieu Bellassem, médecin psychiatre depuis 70 ans. Ouais, 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 ouais. Alors, c'est pas un secret, on se connaît dans la vie intérieure, enfin le mien, pas le sien. Et Si c'est un secret. du coup, on va se tutoyer ce soir si ça te gêne pas. Oui, d'accord. Vous Sinon, pouvez je peux faire te comme vous tutoyer voulez. si ça. Alors, on est ce soir pour parler de son dernier livre qui s'appelle Abolir le contentieux et qui est un livre très important. Pas juste parce qu'elle parle de psychiatrie, parce qu'elle parle aussi d'un état d'esprit dans nos sociétés d'aujourd'hui et de manière comment on gère les gens qui sont dépendants, Il y qui a sont encore la faibles. musique, hein. Ouais, T'as vu? fermé, Ouais, t'as bien raison. vas-y. Ça te gêne la musique? Bah ouais, là, ça me gêne. Je comprends pas quand tu parles, du coup. Mais c'est parce que je suis étranger, sinon. Ah, c'est ça. Mais oui. Attends. Vas-y, Exactement. recommence. Bonjour, je m'appelle Ah Vladimir. oui, je comprends toujours pas. Du coup, on va parler de cet ouvrage, mais on va parler aussi, on va faire une diagnostic sur la société dans laquelle on vit aussi, à travers des choses que Mathieu connaît le mieux, ça veut dire les soins. Et les soins aujourd'hui, ils sont moins en moins soins et ils sont de plus en plus de technicité et des procédures et des processus techniques, électroniques et tout ça. Voilà. Alors, je pense que vous avez rien compris, mais c'est pas grave. Non, mais c'était vachement bien comme présentation. Bon, je vais laisser Mathieu se présenter quand même, parce qu'il sera mieux que moi. Ben, je me présente, je m'appelle Henri, j'aimerais bien réussir ma vie, tout ça. Non, donc Mathieu Bellassène, ben, je suis psychiatre. Alors exactement, j'ai commencé mon internat en 2006, mais en fait avant mon internat, c'est on fait 6 ans de médecine. Ben, dès la deuxième année de médecine, en fait, j'ai traîné dans des lieux où j'étais accueilli par les patients, et c'est ça où je me dis ah mais je veux faire psy parce que j'ai été bien accueilli et puis que j'ai eu des discussions avec des personnes qui m'ont bouleversé et tout, et donc voilà, je me suis dit que je voulais faire ça. Et j'ai fait des bonnes rencontres. Et puis voilà. Et la dernière séquence, en fait, ce livre, le contexte, c'est que en fait, je me suis fait destituer de mes fonctions de médecin-chef à l'hôpital public suite au premier confinement quand il y a eu le Covid. Là, j'ai dénoncé des enfermements abusifs dans mon hôpital. Du coup, j'ai été reconnu comme lanceur d'alerte là, il y a à peu près un an de ça. Mais l'hôpital s'est vengé en fait contre moi et contre mes collègues, donc ça a détruit notre équipe et le travail qu'on avait fait, qui était un travail collectif. Mais aujourd'hui, bah, j'ai gagné des batailles judiciaires contre l'établissement, mais ils ont fait appel. Bon, ça va durer encore des années, mais bon, bref. Donc ça, c'est un petit peu le contexte, c'est-à-dire de comment on essaye de penser des soins dans la société telle qu'elle est et comment on essaye de à la fois transformer la société aussi, parce qu'on peut pas soigner les gens si on pense pas comment on peut transformer la société. Voilà ma petite présentation. Aujourd'hui, je suis en disponibilité de mes fonctions de praticien hospitalier, donc je suis plus à l'hôpital public pour le moment. Le temps que tout ça, ça se termine. Ça, on en a encore pour 3 ans de bataille judiciaire au moins, je pense. Et donc là, en ce moment, je m'occupe plus que d'étudiants dans une association, un bureau d'aide psychologique universitaire. Donc voilà, je vois des étudiants toute la semaine en banlieue parisienne. Voilà, présentation succincte. Merci Mathieu. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Bon, on va essayer de faire soirée plus. Ce sont des étudiants, excusez-moi, Allez-y, allez-y. des étudiants qui sont en difficulté personnelle ou bien qui sont en formation? Ah non, non, c'est des étudiants qui sont en souffrance psy et je les soigne quoi, D'accord. voilà, dans ce dispositif. Et un peu sur la fac, sur une fac aussi, où je suis dans un service de médecine préventive, quoi. D'accord. Voilà. Pardon. Bon, on va partir de livres que j'ai lus et que j'ai fini hier soir. Alors j'ai fait exprès, je l'ai lu pour pas oublier. Justement parce que comme je suis libraire, je lis énormément de livres et j'oublie assez facilement. J'ai lu le précédent livre de Mathieu Bellassem que j'ai rencontré dans un lit intérieur et j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé un documentaire que je vous invite à regarder. Je sais pas s'il est disponible en ligne quand tu étais tout jeune. Ah, un monde s'en fout. Ouais, Ouais, on de s'en Philippe fout. Borel. Oui, je crois qu'il est disponible. Ouais, alors c'est un super documentaire, je vous invite à le voir aussi. Je vais essayer de mettre les liens sur le site si je Hmm. trouve un lien ou si tu me le Oui, oui. procures, hein. Ouais, ouais. Et voilà, on s'est retrouvé sur beaucoup de sujets, on était en accord sur beaucoup de diagnostics, disons. Moi, la première question, c'est par rapport à ton livre. Si je voulais te poser une question, que tu expliques un peu aux gens cette histoire de contention, qu'est-ce que ça représente
dans le monde bien pensant et qu'est-ce que ça représente dans le vrai monde. Ouais. Alors, pour répondre à ça, la première des choses, en fait, donc, comme j'étais destitué de mes fonctions de médecin-chef, ce livre, c'est un livre autothérapeutique. Ça m'a permis de me soigner moi et de raconter quelle psychiatrie on essayait de faire dans le service. C'est-à-dire une psychiatrie où il n'y avait pas de contention. La contention, c'est être attaché à un lit avec des sangles que vous avez aux différents membres et puis que vous pouvez avoir à l'abdomen. C'est ce qu'on appelle la contention mécanique. Il y a deux types de contention, des contentions physiques quand on empêche les gens de bouger, des contentions d'autre ordre chimique ou légales, même quand on oblige les gens à rester dans un lieu. Donc la contention mécanique, en fait, en psychiatrie, elle est encadrée légalement depuis le 19 juin 2020, où le Conseil d'État dit bon, le, pardon, le Conseil constitutionnel dit mais en fait ça va pas. Là, il y a des gens qui sont privés de leur liberté fondamentale, qui est la liberté de bouger. Et il y a même pas le juge des libertés qui contrôle ça, donc ça va pas. Bon. Et donc depuis le 1er janvier 2021, bah il fallait que l'État encadre cette histoire-là. Bon. Donc c'est un petit peu ça le le contexte. Et en fait, pour vous expliquer les chiffres, parce qu'en fait, depuis que c'est encadré légalement, on a des chiffres. C'est-à-dire que ça concerne entre 8 000 et 10 000 personnes tous les ans qui se font attacher sur un lit dans les services de psychiatrie adulte. Mais alors attention, il y a que dans les services de psychiatrie adulte où c'est comptabilisé. C'est pas comptabilisé aux urgences, où c'est là le grand pourvoyeur de où on se fait attacher. C'est pas comptabilisé dans les ambulances quand on se fait transporter, bah, il y a les malades qui sont attachés. C'est pas comptabilisé dans des foyers, que ce soit des foyers médico-social, d'aide à l'enfance. C'est pas comptabilisé non plus en médecine, en réanimation, en endocrinologie, en pédiatrie. Tout ça, c'est pas les EHPAD et tout. hein. Les EHPAD. Et dans les EHPAD, voilà. Donc tout ça, c'est pas comptabilisé. Donc là, ce dont je parle dans le livre, c'est que un truc qu'en fait je connais en ne le connaissant pas. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais prescrit de contention. J'ai jamais attaché. Pourtant, j'étais médecin-chef et j'ai travaillé pendant longtemps dans un service de psychiatrie adulte qui recevait les mêmes personnes que partout en France. Mais la question, c'était comment on essaye de travailler autrement le contexte, l'ambiance de soins, et comment on essaye de faire que nos lieux de soins, mais c'est valable dans tous les lieux de travail en fait, hein, nos lieux de soins, nos lieux d'éducation, s'il y a des profs, comment on fait pour que ces lieux-là soient moins aliénants. Et du coup, parce que plus nos lieux sont aliénants, plus ils produisent de la pathologie. Hein, par exemple, à l'école, moins vous accueillez les enfants et que vous prenez le temps pour les accueillir, plus vous allez demander à ce qu'on leur prescrive de la Ritaline, des amphétamines. Voilà. Donc ça, c'est les travers contemporains, par exemple. Donc voilà, l'idée c'est de soigner l'ambiance. Donc la contention mécanique, c'est un gros problème en France parce que dans le bouquin, en fait, dans celui-là, qui est paru le 6 mars 2020, c'est pas un bon moment pour que un bouquin paraisse puisque le confinement c'était juste 10 jours après. En fait, Rachel Knabel, elle avait fait une enquête journalistique, la co-autrice, et elle avait interviewé alors des gens de Pinel-en-Lutte d'Amiens, des gens du Rouvray à Rouen, enfin, on avait fait un peu le tour de tous les lieux qui s'étaient mobilisés, et en fait, personne ne savait dater exactement quand est-ce qu'étaient revenus les contentions. Parce qu'en fait, il y a eu un moment où on s'en passait, ou en tout cas, ça n'existait plus ou moins. Et ça, les gens le disent, bah oui, c'est revenu. Il y a eu de nouveau des formations. On a racheté les sangles, et puis bah c'est revenu, quoi. À partir du moment où vous avez un dispositif, bah vous en servez, quoi. Donc ça, c'était un point d'interrogation. Les gens disaient, bah depuis une trentaine d'années, c'est revenu doucement. Bon, donc c'était un point d'interrogation de se dire, bah comment ça se fait que ces dispositifs-là sont revenus. Bon. Et donc dans le livre là, Abolir la contention, ce qui m'a et alors pourquoi je l'ai publié chez Libertalia. Libertalia, c'est une maison d'édition libertaire. C'est des copains et des voisins. Moi, j'habite juste à côté de chez eux, donc c'est mes libraires, entre autres. Et du coup, Ça devrait s'arrêter maintenant. hein,
Ouais. Des meilleures librairies quand même. Ouais, ça, il y a des meilleures librairies, c'est ça. Mais c'est pas ici, hein, c'est pas de la concurrence, tout ça. On coupé en montage. La meilleure librairie, bien entendu, c'est Le Chien sur la Lune. Donc Exactement. venez tous, de Français de Navarre, il faut venir ici. Merci. Merci, voilà. Euh, tu me Je voudrais fileras, tu me files mentionner le ça. bakchich parce que chez toi on fait comme Je te ça, c'est l'aurai ça? ce soir, ouais. Ah, c'est ça, merci. Bon, donc c'est bon, j'aurai le bakchich ce soir. Putain, t'as un truc pour le Puy du Fou. Bon, bref. Donc, Je savais que t'étais fan, c'est putain, pour ça que j'ai commandé. l'angoisse. Bon. Donc, je reviens à mes moutons, qui était que, en fait, avec l'histoire de la loi sur la contention, il s'est passé un truc là, mais qui nous concerne toutes et tous en tant que citoyens. Et vous allez voir pourquoi. Donc le 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel dit oh les gars là, vous attachez des gens, vous les enfermez dans les chambres d'isolement, il faut que le juge des libertés et de la détention quand même vérifie la légalité des choses. Bon. Et puis donc là le gouvernement à ce moment-là, on est donc en 2020, c'est encore le confinement et le gouvernement à l'époque on a un médecin qui va devenir un médecin esthéticien qui va faire des injections de Botox à 800 € l'injection, Olivier Véran. À l'époque, il est ministre de la Santé. Et il dit, Un ouais, grand homme, je précise pour le média. hein, Un grand homme un grand homme, humaniste. oui. Donc Olivier Véran, ministre de la Santé. Et donc, qu'est-ce que fait l'État et le gouvernement à l'époque? Ils mettent un petit article dans la loi de finances de la sécurité sociale. Donc normalement, la loi de finances de la sécurité sociale, c'est pour parler de finance. Ouais. Bravo. Et donc là, on va parler de quoi? On va parler d'une pratique qui est d'attacher les gens. Donc ils mettent un petit article en disant oui, bon bah alors faut le juge des libertés, mais vite fait, bon, ils font un truc et en fait, il n'y a pas vraiment de débat parlementaire, rien. Ok, ça passe. Et donc, le 1er janvier 2021, il y a une loi encadrant la contention. Mais les associations d'avocats et de personnes concernées, de psychiatrisés, disent ouais, c'est pas possible là, il y a encore des trucs qui vont pas, donc ils refont une question prioritaire de constitutionnalité. Et pour la deuxième fois, c'est encore déclaré anticonstitutionnel. Et donc de nouveau, le gouvernement doit revoir sa copie. Et de nouveau, ils font le même coup en septembre 2021. Ils font un petit article dans la loi de finances de la sécurité sociale. Là, on est en 2021, c'est plus la Concorde nationale, c'est plus l'Union nationale. Et donc là, les députés commencent à se dire, bah non, c'est un cavalier législatif. Vous mettez un article sur une pratique dans une loi qui est une loi de finances, c'est pas constitutionnel votre truc. Et donc le gouvernement se fait jeter, voilà. Et du coup, quand même, ils avaient jusqu'au 1er janvier 2022 pour légaliser les choses. Au 1er janvier 2022, il y a rien. Il n'y a pas de loi. Donc, l'État est en fraude par rapport à lui-même, quoi. Et donc, finalement, le 25 janvier ou le 22 janvier 2022, ils sont passés une petite chose dans une autre loi, qui est la loi sur le pass vaccinal. Ils font passer, c'est la loi sur le pass vaccinal et modifiant un article du Code de la santé publique. Ils disent, bon, bah voilà, la contention d'isolement, on va faire ça. Et donc, depuis, la loi sur la contention d'isolement, eh ben, elle est dans la loi sur le pass vaccinal. Bon. Donc, et en fait, dans tout ça, jamais il y a eu un vrai débat public, national, sur est-ce que la contention, c'est ou pas un soin? Parce qu'il y a plein de soignants, et notamment de psychiatres, qui disent c'est un soin. Mais quand vous dites c'est un soin, c'est qu'on fait ça pour le bien des gens. Et donc si on fait ça pour le bien des gens, bah c'est pas critiquable en soi. Sauf que, et c'est tout l'intérêt du livre, achetez-le, surtout chez Vladimir. Voilà. Et tout l'enjeu du livre, c'est de dire en fait c'est pas un soin. Et pourquoi c'est pas un soin? Parce que les personnes qui sont attachées, elles disent elles-mêmes que ça les traumatise. J'ai Et envie de couper là. mais coupe-moi. J'ai envie de poser les questions autant que pas, parce que j'ai vu que tu as une sorte d'animosité envers cette médecin qui est quand même exceptionnelle, Monsieur Véran, qui nous a fait beaucoup de bien dernièrement. Et j'ai envie de poser les questions comme lui posera s'il était ici. Sans contention, va-t-on laisser les fous errer dans les rues? Mais quelle indignité. On a des autres questions aussi pour vous. Et les gens comme vous, est-ce que vous avez déjà géré une crise à 3 heures du matin? Et troisième question, plutôt à gaspiller l'argent pour former les soignants, est-ce qu'on n'est pas mieux à peut-être commander les sangles moins dures, moins cuir et tout ça, mais les sangles un peu plus modernes, où moi je connais les modèles qui font que le patient il sent même pas quand il est attaché. Bon, alors je vais répondre dans l'ordre.
inverse. Et il fait une petite blague parce que le tout début du livre, ça s'ouvre sur le fait que quand j'étais en train d'écrire le livre, j'ai un copain qui travaille à l'hôpital psychiatrique de Villévrard en Seine-Saint-Denis et qui me dit ah bah tiens regarde la marque de contention avec laquelle on attache les gens dans l'hôpital. Et la marque c'est Pinel. Trademark, pardon. Il faut mettre l'air. Trademark, ouais. Alors, Pinel, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le psychiatre, soi-disant, qui a libéré des chaînes les aliénés pendant la Révolution française. Bon, il n'y avait pas que lui, hein, parce qu'il y avait aussi sa femme, il y avait aussi Poussin, le premier infirmier, on peut dire ça. Bon, il y avait tout un tas de trucs. Mais ce qui est le plus beau, c'est sur le site de cette marque-là, je vais vous lire, je vous veux encore le voir, on a regardé tout à l'heure, le concept Pinel permet de satisfaire aux besoins de contention de tout niveau avec un seul système. Dans la contention d'urgence, le patient agressif peut être immobilisé en 7 points en moins de 10 secondes. Les patients plus passifs peuvent être maintenus au lit ou au fauteuil tout en conservant une grande mobilité et peuvent ne pas se rendre compte qu'ils sont sous contention. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Voilà. Et il termine, et ça c'est ça qui est le plus beau, ce système s'adapte à tous les types de besoins de contention des institutions. La contention des institutions. Les mecs, comme ils ont supprimé l'inconscient, ils s'entendent même pas parler ou écrire. Donc voilà. Donc en fait, ça illustre qu'il y a une contention des institutions qui est à la fois une contention financière. Bon, j'ai pas besoin de vous faire vous expliquer, mais une contention aussi de l'imaginaire. Alors, ce que je répondrais à notre ministre, c'est que, monsieur le ministre, vous faites comme d'habitude un cas particulier, vous prenez un petit exemple, l'exemple du fait divers, ce qui permet d'empêcher de penser le système. C'est ce que je parle dans le livre, c'est le système contentionnaire. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin des fins, on attache quelqu'un sur un brancard et qu'on se dit, bah, on fait ça pour son bien et on n'aurait pas pu faire autrement. Et je dirais à monsieur Véran, à 3 heures du matin, comment ça se fait que ce mec-là, il est arrivé aux urgences, qu'il a attendu 10 heures et qu'on le contentionne à 3 heures du matin? Pourquoi il n'y a pas un lieu d'accueil qui aurait pu l'accueillir peut-être 10 ans en amont quand la famille disait, ouais, il va pas très bien, mon proche, il y a peut-être un petit truc qui va pas, il est un peu déprimé ou un peu suicidaire ou il a des idées bizarres. Et donc, on aurait fait de la prévention, on l'aurait accueilli très vite, et il serait pas arrivé en urgence. Déjà, le fait qu'il arrive aux urgences, c'est qu'on a loupé plein de trucs. Donc voilà ce que je lui dirais à ça. Et puis, je lui dirais un autre truc. C'est quoi ton deuxième truc? Bah, plutôt gaspiller de l'argent, Ah oui. Alors, informer les soignants. Voilà, mais t'as répondu. C'était sur oui, les angles plus ergonomiques, en fait. oui, bah, ouais, non. Feng Shui. Et non, Mm. mais blague à part, on peut aussi dans le livre, on peut lire les témoignages parce que Mathieu, il laisse toute première partie de livre, mais toute une partie de livre où il témoigne lui sur ses expériences professionnelles. Mais avant de ça, les paroles de personnes concernées, qui s'est fait attacher, qui s'est fait des fois quelques heures, des fois plusieurs jours, des fois c'est des choses assez dures à écouter et en même temps assez important à connaître parce que on n'est jamais à l'abri, parce que on parle de psychiatrie, mais ça peut être aussi des accidents de vie, ça peut être aussi le Ça peut arriver à vieillesse, tout le monde, en oui, vrai. ça peut arriver à tout le monde, un passage à vide et tout ça. Et quand on lit les témoignages des gens, parce qu'on peut dire bon, Mathieu, c'est un psychiatre et il est un peu dans son coin, mais je vais être vraiment de bonne volonté parce que j'essaie de titiller, mais j'ai travaillé en psychiatrie et alors heureusement l'hôpital où j'étais, il y avait des petits dérives, mais jamais dérives de ce type. On n'a jamais attaché les patients, on les a jamais fait du mal et tout ça. Et en effet, c'est dur, c'est demandant, c'est épuisant, et des fois on est en effet en manque de personnel et tout ça, mais on peut prendre le temps à travailler avec les gens, et quand on prend le temps à travailler avec les gens et à travailler, à soigner réellement, on arrive à faire des choses pas magiques, pas révolutionnaires. C'est pas qu'est-ce que Mathieu il dit dans le livre, mais on arrive à soigner les gens. Et après, bah, le temps, c'est le temps, quoi. Je peux peut-être vous lire un des témoignages S'il te plaît. parce qu'en fait, moi, ma façon de penser la psychiatrie, c'est qu'on peut plus faire de la psychiatrie sans non seulement la parole des premiers concernés, mais sans que ce soit les premiers concernés qui nous transforment et on construit les dispositifs. C'est eux qui vont les construire et voilà. Et ça, c'est un petit peu moi en tant que psychiatre, j'ai peut-être des idées de ce qu'il faut faire, mais ma parole, de mon point de vue, elle est
moins importante que les gens qui ont vécu les choses. Et c'est ça, moi si j'ai été formé, c'est les patients qui m'ont formé. Voilà, c'est ces rencontres. Donc il faut que ça soit à partir de là qu'on puisse recréer une psychiatrie vivante, quoi. Alors, je vais vous lire un témoignage. Donc j'en ai reçu un certain nombre grâce à des associations de concernés. Je leur dois beaucoup. Et puis je dois beaucoup aux gens qui m'ont fait l'honneur de m'envoyer leur témoignage parce que en fait, chacun est seul par rapport à ses vécus qui sont souvent des vécus honteux. Donc je vais vous en lire un. Au milieu de la nuit, le besoin de boire me réveille. Ma bouche est complètement sèche. J'ai une soif immense. Détachez-moi, j'ai besoin d'eau. Aucune réponse. S'il vous plaît, de l'eau. J'ai jamais eu si soif. Je vois le robinet 2 mètres plus loin. Je me sens tellement faible, les traits de mon visage se crispent de peur. Personne ne m'entend. Je hurle. Help, de l'eau, pitié! J'ai cru mourir cette nuit-là. Je hurle, je supplie, y a personne. Et si personne ne venait? Le manque d'eau est un supplice. J'appelle à l'aide à intervalles contrôlés pour ne pas m'épuiser totalement, mais être entendu. Ils m'ont oublié. Quelle ignominie de faire endurer cela à un être humain. Quelle ignominie. Je hurle. Les humains! Les humains! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Les infirmiers n'entrent dans une chambre que quand le patient est calme. C'est ce que je comprendrai plus tard. Alors, sûrement, ils ont dû m'entendre, puis trop faible pour continuer de crier. J'abandonne. Je m'échappe de mon corps qui meurt de soif. Fixe les yeux au plafond. Et attends. J'ai eu besoin de pleurer, mais le manque d'eau était tel que j'ai pleuré sans larmes. Expérience traumatisante. La torture a duré 1 heure, 2 heures, peut-être 4 ou 5, avant que s'ouvre la porte de la chambre. Je ne suis plus qu'un objet à la merci des blouses blanches, un tube digestif, mon humanité est niée. Des jours qui suivent, pas de souvenirs. La contention, la déshumanisation, l'humiliation, la sensation d'être complètement dépossédé de ses moyens, d'être à la merci d'autres êtres humains, ça a de quoi vous rendre fou. On atteint les limites de ce qu'un psychisme peut endurer de supportable. C'était en 2021. Ça a lieu, ça, encore. Mon corps s'était rappelé d'une agression sexuelle dans l'enfance, et le choc du souvenir remontant m'a fait décompenser. Qu'on m'ait mise sous contention, c'était comme empêcher une nouvelle fois mon corps d'exprimer et d'extérioriser le traumatisme subi et le traumatiser de nouveau. Bon, voilà, tout est dit là-dedans, c'est-à-dire que en fait, nous soignants, la plupart du temps, sans le savoir, hein, et parce que c'est comme ça, on va rééditer le crime. C'est-à-dire que les gens vont arriver avec leur délire, avec leurs histoires traumatiques, avec leurs choses compliquées, et ils vont agir en nous nos failles, ils vont agir en nous des choses compliquées. Et en fait, là où on peut soigner les gens, c'est que quand on a fait des conneries, ben on va pouvoir les reconnaître. Et pour moi, aujourd'hui, je pense que de dire que la contention est un soin, c'est précisément être dans la position de l'agresseur. C'est-à-dire de dire on vous fait un truc, c'est pour votre bien, et on reconnaît pas les saloperies qu'on fait en fait. Qu'on puisse pas faire autrement. Ce bouquin, c'est pas pour dire les gens qui attachent, c'est des gens méchants. C'est pas ça. C'est de dire que si on a un système qui nous fait attacher, bah il est de notre responsabilité de voir comment on fait localement pour essayer de faire autrement, pour essayer de faire autrement. Si on n'arrive pas à faire autrement, bah on n'arrive pas, mais on essaye de faire autrement. Et en tant que citoyen, comment on fait pour que la société puisse faire autrement que de se dire que la contention c'est un soin. Voilà. Et donc critiquer non seulement le système contentionnaire, mais critiquer en dessous ce que moi j'appelle dans le livre, grâce à ma femme qui m'a soufflé un peu l'idée, c'est la culture de l'entrave. Tout comme il y a une culture du viol, tout comme il y a une culture de l'inceste, il y a une culture de l'entrave. C'est-à-dire que on est pris dans un système qui fait qu'on attache, mais sans même s'en rendre compte. Et là, il y a des exemples dans le livre. Il y a des exemples que vous pouvez même regarder sur YouTube. Il y a un documentaire maintenant interdit qui s'appelle Sainte-Anne Hôpital Psychiatrique. Je le raconte dans le livre, où en fait le réalisateur se pointe dans un service du fleuron de la psychiatrie française, parce que forcément le fleuron c'est à Paris, hein, bien entendu, l'hôpital Sainte-Anne, tout ça. Le type, il va filmer pendant 6 mois dans 2 services de Sainte-Anne, en étant resté 6 mois avant sans caméra. Et puis tout le monde va trouver ça super dans l'hôpital. Le médecin-chef va dire mais c'est un super documentaire. Et puis le médecin, voilà, il va dire ça sur le site internet et tout. Et puis ça va sortir sur Arte. Et puis là, quelques jours plus tard, les patients et les familles portent plainte au Conseil de l'ordre contre
les médecins-chefs, les machins. Les médecins vont être condamnés à être interdits d'exercer la médecine avec sursis et l'un ferme pendant 3 mois. Et en fait, tout le monde a vu le même documentaire. Hein. Les gens de l'hôpital ont vu ce documentaire, le grand public a vu ce documentaire, mais qu'est-ce qui fait que ça a donné des condamnations fermes? Les gens qui étaient dans l'hôpital n'ont pas vu les pratiques de merde qu'ils faisaient. Et ils ont pensé même que c'était des bonnes pratiques, puisque c'est du soin. Hein. Et ça, en fait, ça nous traverse toutes et tous. Moi, je suis pas mieux qu'eux. C'est-à-dire que il y a des fois, on pense faire des trucs bien, mais c'est de la merde. Et donc, la chose, c'est de pouvoir se dire comment on ouvre des espaces de pensée, de réflexion, des espaces aussi militants, politiques, cliniques, pour se dire en fait, mais nos pratiques, peut-être qu'en fait il y a des trucs qui vont pas. On pense que c'est bien, mais peut-être ça va pas. Voilà. Et donc Sainte-Anne hôpital psychiatrique, ce documentaire, vous pouvez le trouver sur du YouTube allemand parce qu'il est interdit de diffusion en France. Mais ça montre ça montre des entraves et des choses comme ça. Mais le plus flagrant, c'est que les gens voient pas ce qu'ils font. Mais pour aller moins loin que dans ce documentaire, moi, dans le service dans lequel je travaillais avant d'être médecin-chef, il y a eu une scène de bizutage que je raconte aussi dans le livre, un week-end, où il y a une infirmière, alors qu'on n'a plus les contentions dans le service et qu'on n'attache pas les gens. Il y a une jeune infirmière qui va pour s'en aller de l'hôpital parce qu'elle déménage et tout ça. Elle se fait mettre en contention par ses collègues dans le service, devant les patients. Et il y a un film, hein. Il y a une collègue qui m'a dit le lundi matin, m'a dit écoute, j'ai reçu ça sur le groupe vidéo WhatsApp là, et compagnie des soignants. Je suis sidéré, je sais pas quoi en penser. Et on voit donc la jeune collègue qui se fait attacher, qui marche devant les patients qu'on voit dans le couloir en regardant comme ça. Et à la fin, on la met dans un bain thérapeutique dégueulasse et en disant ah t'as vu, on n'attache pas dans le service. Alors ça te fait quoi d'être attaché? C'est-à-dire la culture de l'entrave, même si on se passe des entraves, elle est toujours là. Elle nous contamine toutes et tous. Vous voyez. Donc pour contester la culture de l'entrave, c'est pas juste à donner des moyens, parce que si on file du fric à des services pourris, bah ça continue. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi ouvrir des poches imaginaires, mais aussi des poches de droit. Il faut avoir une lutte légale avec le droit pour dire qu'il y a des pratiques, bah on n'en veut pas. Voilà. Il faut que les gens se disent, bah l'imaginaire d'attacher, bah c'est pas un soin. Voilà. Et donc à partir de là, ça ouvre des espaces. Hein. Oui, bah, justement, tu abordes dans le livre aussi les questions de soigner le lieu de soin. Oui. Parce qu'en fait, il est dans une forme aussi je vais utiliser le gros mot, de folie aussi. Et il se rend pas compte. Et pareil, j'ai vécu comme toi des situations assez bizarres dans les différents, parce que j'étais éducateur pendant 25 ans. Du coup, j'ai vu aussi des différents lieux de soins. Du coup, j'aimerais bien que tu parles brièvement sur les questions comment soigner le lieu de soins ou qui peut soigner mieux les personnes qui sont prises en charge, mais également aussi parler de tout le nouveau délire qui nous tombe dessus. En plus de tout ça, c'est qu'est-ce qui est le e-santé, les solutions à la carte ou à l'abonnement ou un peu comme Netflix de santé mentale, Ouais. qu'est-ce qu'ils adorent appeler santé mentale, où on peut avec un petit abonnement régler une dépression, bipolarité, schizophrénie en 3 jours et devenir un citoyen exemplaire et travailler dans une société de CAC 40. Ouais, et le pendant de ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et ça va être discuté le 12 mai à l'Assemblée nationale, c'est la loi sur l'aide à mourir, l'euthanasie, quoi. C'est-à-dire que là, en France, on va pouvoir proposer l'aide à mourir à des patients psychiatriques. Parce que, comme il y a des schizophrénies, des dépressions résistantes, on va les considérer à un moment donné comme incurables, les pauvres quand même, ils souffrent beaucoup, et comme il y a des déserts médicaux et des déserts psychiatriques partout, que les gens sont plus soignés, forcément, et que les gens ont intériorisé leur indignité à vivre, parce qu'on leur a dit si vous n'êtes pas comme si vous n'êtes pas dans la norme, c'est quand même dommage, c'est une vie ratée, quoi. Hein, vous n'avez même pas traversé la rue pour avoir un boulot, vous n'avez pas de Rolex à 50 ans, vous êtes quand même un raté. Donc, oui, vous demandez l'aide à mourir, quand même. Bon, je rigole pas, hein, c'est-à-dire que le projet de l'aide à mourir, là, tel qu'il est discuté, il est garanti pour pas que ça s'ouvre aux patients psychiatriques, est minime. Et dans tous les pays, enfin aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique,
où les choses se sont ouvertes, eh ben, les patients psychiatriques, les adolescents suicidaires, anorexiques, etc., font des demandes d'euthanasie et certains sont euthanasiés. Alors, on dit pas le mot euthanasie parce que maintenant, on emploie des beaux mots, mais tout ça est vrai. Et C'est le départ volontaire. je raconte un cas en Belgique d'une jeune femme qui demande à être euthanasiée parce qu'elle se considère comme étant une maladie chronique incurable. Comme les maladies mentales sont des maladies comme les autres, eh ben c'est comme des cancers incurables où on souffre beaucoup. Quand on est schizophrène entre guillemets incurable, qu'on souffre beaucoup, bah on va demander des mots. Sauf que, sauf que, en fait, ça donne le parti pris au nihilisme des soins. Alors je vais te répondre sur qu'est-ce que c'est que les soins pour moi et comment on soigne les lieux de soins. C'est déjà de se dire que les soins psychiatriques, soins psychiques, c'est des histoires de relations. C'est pas juste votre cerveau qui déconne ou je sais pas quoi. Et même si votre cerveau il déconne, ça n'empêche que vous êtes un être humain, vous êtes dans le monde, vous avez une histoire, vous avez une existence. Et en fait, quand quelqu'un par exemple délire, eh ben peut-être que ces idées délirantes ont un sens. Par exemple, quand vous avez des gens qui délirent qu'il se fait violer par le diable, bah la première des choses, moi comme soignant, je me dis, eh ben il y a eu du viol, il y a peut-être eu de l'inceste, il y a eu voilà. Et donc vous essayez de penser qu'est-ce que le délire vient dire de ce qui s'est passé pour la personne. Bon, donc pour ça, il faut que ce que dit la personne qui va pas bien, eh ben on lui accorde foi. Pour ça, il faut soigner de comment on se parle dans les lieux de soins. Si par exemple les soignants disent bah quand les patients ils délirent c'est leur cerveau c'est n'importe quoi, c'est pas vrai monsieur madame, ce que vous délirez revenez sur terre, bah du coup là on rentre pas en relation avec eux et on fait pas la psychiatrie du vécu, c'est-à-dire que si les gens ils disent des trucs c'est pas pour rien qu'ils les disent. Donc, je vous crois, hein, c'est comme dans les luttes féministes, je vous crois. Alors Jean Houry disait un truc pour nuancer je vous crois, c'est je vous crois mais je suis pas convaincu. C'est-à-dire, l'idée c'est pas de rentrer dans un délire à deux. C'est je vous crois parce que si vous le dites, c'est votre vécu, donc ça c'est vrai pour vous, point. On le discute pas. Je suis pas convaincu parce que le diable vous vole, bon bah si je suis un peu athée que je crois pas trop au diable, déjà c'est un peu raté, mais bon, bref. En tout cas voilà. Mais on va essayer de comprendre. Donc il faut que le lieu de soin il accepte la parole des gens. Par exemple, quand vous avez des patients qui vont dire ouais ce soignant là il m'a mal parlé, si d'emblée vous réflexe corporatiste vous dites oh ben non c'est pas vrai, ici on parle pas mal aux gens, enfin excuse-moi hein, les premières violences en psychiatrie c'est quand même des soignants sur des patients hein. Donc on va se calmer un peu. Là, depuis que je suis invité pour ce bouquin, j'ai quand même un certain nombre de témoignages de gens qui sont sous contention, et ça c'est des soignants qui me racontent qu'il y a eu des viols dans des unités de soignants sur des patients sous contention. Voilà, ça existe aussi ça. Bon voilà. Donc quand on dit à un patient d'emblée, oui, vous dites du mal des soignants, mais c'est pas vrai, ici on est tous bien. Ah non, d'abord, je vous crois. Je suis pas convaincu parce que peut-être que mes collègues, en fait, ils sont bien, mais méfions-nous. Il y a aussi des saloperies qui se passent dans les institutions, hein, et qu'on a tendance, hashtag pas de vague pour l'éducation nationale, qu'on a tendance à banaliser. Hein. Là, en ce moment, on est en plein dans l'affaire Betaram. Voilà, c'est quoi la culture du silence? Ben non, ce père, il est vraiment formidable. Je sais pas de quoi tu parles. Ah, tu sais pas. Bah, la fille du Premier ministre, elle Je a sais dit pas de sur quoi tu Mediapart, parles. elle a dit sur Mediapart il y a pas longtemps. Elle était pas au courant. Non. Son papa, il était pas au courant. Oui, il était pas au courant, mais Et je le crois. elle a quand même dit, ah quand même, le père machin, là, le père Caricard, ah ben, j'aurais pas pensé qu'il pouvait abuser. Voilà. Donc, ça, bah, ça existe aussi en psychiatrie, dans les services. À partir du moment où il y a des gens dans un lieu clos et où il y a du pouvoir dans ce lieu clos, bah ça fait des choses comme Foucault, Goffman ont fait. Mais nous, tout notre travail, et c'est ça le travail de désaliénation, et pour répondre à la question des soins, moi je m'appuie beaucoup sur une pratique qui s'appelle la psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire que on va pour soigner les gens, faut soigner les lieux de soins de leur aliénation. Et pour ça, bah faut ouvrir des espaces de parole, des espaces de pratique, des espaces de liberté de circulation. Plus les gens circulent, bah plus ils vont faire des histoires et raconter des histoires. Je raconte une histoire très simple pour vous faire comprendre ça. Dans le lieu où je travaillais, un jour il y a un des psychologues qui dit bon bah tiens pourquoi on ferait pas un journal? Très bien. Bon, alors qu'est-ce qu'on sait des journalistes? Donc on fait une réunion avec les patients sur l'unité d'hospitalisation et puis sur le centre, le CATTP, le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel.
Bah, qu'est-ce qu'on sait des journalistes? Bon, ils boivent du café. Bon, bah, ok, bah, faut avoir une cafetière, et puis, voilà. Et puis, on se réunit, puis on va faire un journal. Bon, d'accord. Donc, moi, je ramène la cafetière la semaine d'après, mais je dis, par contre, pour le café, moi, je suis pas sœur Marie-Thérèse, et puis je vais pas vous donner mon bon lait comme ça à vous nourrir. Faut qu'on se démerde pour avoir le café. Et donc, il y a un patient qui dit, bah, à la grande surface du coin, ça coûte 3 € le paquet de café. Là, bon, on est 10, bah, ça fait 30 centimes chacun. D'accord. Ok, bah alors on met 30 centimes. Bon, alors, on met un peu du fric. Et puis, du coup, se pose la question, bah, qui va à la grande surface du coin? Alors, il y a un patient qui dit, bah, moi, je veux y aller. Bah, très bien. Ouais, mais t'es sous contrainte, faut demander l'autorisation pour que tu sois sorti, en plus par le préfet, donc faut les autorisations. On a besoin d'un café tout de suite. Bon, voilà, on fera l'autorisation pour le prochain coup, mais là pour aujourd'hui, alors qui y va? Et alors là, il y a un patient qui dit, bah moi je veux bien y aller. Alors les autres lui disent, et puis les soignants aussi disent, oh non, mais arrête, le type était un peu alcoolo, dès qu'il sortait, il se peintait la gueule et tout ça. Bon, bah non, tu vas piquer le fric pour aller acheter une bière, non, arrête. Alors là, fonction club thérapeutique. Bah, je dis bah oui, mais il se propose, bah il va y aller quoi. Et puis on verra. S'il picole, bah on l'engueulera et puis c'est tout. Mais voilà. Donc il y va, il revient avec le ticket, la monnaie, tout ça, le café. Il s'était pas poivroté. Fonction club thérapeutique. C'est-à-dire que le mec, on lui donne la confiance. Liberté de circulation, il sort. Et puis devant le groupe où c'est pas juste les soignants, mais devant aussi ses alter ego, les autres personnes soignées, bah il y a quelque chose qui tient. Il aurait pu picoler, bien sûr, mais là il y a quelque chose qui l'a tenu. Bon, et puis bah voilà. Et à partir de là, bon bah très bien. Et puis on fait des articles, et puis on fait un journal, et puis on vend le journal. Et avec le journal, qu'est-ce qu'on fait du fric? Rien. Intéressant dans le moment d'utilitarisme, il faut toujours, dès que vous avez du fric, faut le mettre en bourse. Bah là non, on fait rien du fric. Et puis finalement, bah tiens, si on se faisait un resto, voilà. Et donc ça va permettre aussi de parler de comment on soigne. Et par exemple, le journal, ça permettait de parler. Bah il y a une chambre d'isolement dans le service. Ouais, espèce de salaud, toi le psychiatre. Moi je faisais le journal aussi. Tu m'as enfermé, pourquoi? Et donc là on discute. C'est quoi ce truc-là? Et donc ça permet de discuter de l'ambiance dans un service. Et de discuter de l'ambiance, ça permet de la transformer. Et plus vous transformez l'ambiance, bah plus les gens sont bien accueillis. Par exemple, à un moment donné, on a fait un fonds de solidarité tabac avec l'association du journal, parce qu'au bout d'un moment, c'est devenu une association. La moitié des problèmes en psychiatrie, c'est des gens qui n'ont pas de tabac. Ils arrivent des urgences, ils sont envoyés direct en chambre d'isolement, machin, etc. Ils ont pas de tabac, ça les rend dingues. Qu'est-ce qu'on leur propose? Le patch de nicotine ou le truc. Bah, c'est pas le moment d'arrêter de fumer quand vous êtes hospitalisé en psychiatrie. Vous n'êtes pas hospitalisé en psychiatrie pour arrêter de fumer. En sachant qu'il y a des autres soucis de santé qu'il peut avoir que s'ils sont dans Ouais, le non, mais tabac, bon, en fait. arrête les conneries. Donc, on avait fait un fonds de solidarité tabac qui, à la fin, était porté par l'association du journal. Donc, les patients, ils étaient en dette vis-à-vis de l'association. Parce qu'au début, avec les psychiatres du coin, là, et puis les soignants, on avait fait un fonds de solidarité qu'on alimentait nous-mêmes. Donc, on allait acheter des paquets de tabac, et puis on les filait aux patients. Et puis, bah, forcément, on n'était jamais remboursé, parce que franchement, moi, je suis hospitalisé, je peux arnaquer le psychiatre qui m'enferme, bah, je le fais, quoi. Bon. Donc, Bon, forcément, aussi. toi aussi, voilà. Donc, on n'était jamais remboursé. Mais du coup, là, on était un peu Vierge Marie, on donne notre bon lait de clopes et tout ça, qui sont en plus un lait toxique, donc ça va pas. Donc, c'est pour ça, les patients ont dit, bah ouais, tiens, ça a qu'à être l'association du journal qui fait le fonds de solidarité tabac. Et donc, quand le mec arrivait des urgences, il a pas de clope et qui dit, bah oui, tenez, on vous file un paquet de clopes, mais faudra venir au journal le mercredi après-midi, hein, parce que c'est eux qui vous permettent que vous ayez des clopes. Donc, le mec venait au journal, ah bah c'est sympa, puis je reviens. Et donc là, ça fait du soin, c'est-à-dire que ça fait de la relation. Et après, ah bah ouais, le journal, ils m'ont aidé quand je suis arrivé à l'hôpital. Bah tiens, je vais aller vous voir quand je sors de l'hôpital, je vais aller vous voir là puisque vous faites le journal dans la ville où j'habite. Et puis voilà, et puis ça fait des liens. Voilà. Et c'est comme ça qu'on soigne l'ambiance. C'est des petites choses. C'est jamais massif et puis ça prend du temps. Pour faire ça, ça prend des années en fait. Et là, à parté, le journal, il était trop bien. Alors le journal et tout, oui. Et alors, Trop bien. Je sais pas s'il reste des exemplaires. alors, Mais mais trop bien. il y a eu une histoire incroyable. C'est que là, il y a quelques jours, donc l'hôpital fait appel de la décision qui me donne raison sur tout. L'hôpital est condamné à tout. Et puis là, je reçois un coup de fil
de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Parce que comme on déclarait le journal, on avait un numéro, De Siret, pas de siret, l'édition ou ouais, un numéro d'édition, mais c'est un nom. ISBN. Il y a un ISBN. Eh ben, il y a une dame de la BNF qui appelle, qui dit oui, bonjour, voilà, vous nous envoyez le journal, est-ce qu'il existe encore ou pas? Parce que là, on a 6 exemplaires. Ben, je lui dis, bah, il s'est arrêté, mais il y a eu encore un exemplaire et tout ça. Bah oui, envoyez-nous, comme ça on aura la collection complète. C'est-à-dire qu'il y a des traces qui restent. Même si quelque chose est détruit, il y a toujours des traces qui restent. Et dans ce journal, on faisait beaucoup de décognaterie. C'est-à-dire qu'on se marrait beaucoup, quoi. On faisait que de déconner tout le temps. Il y avait un des types Marc qui arrêtait pas de faire des blagues tout le temps, et donc il y avait des aphorismes. Par exemple, forcément ça va Les pas me collages et revenir. les aphorismes, ils étaient top. Ouais, c'était que des trucs potaches à la con, mais on se marrait beaucoup, quoi. Et alors, c'était le concours des blagues incroyables. Et alors, juste pour vous raconter ça aussi, c'est ça qui fait le soin, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai été destitué de mes fonctions de médecin-chef, c'était en juillet 2021. Ben après, les gens du club thérapeutique, etc., et puis d'autres associations du secteur ont écrit une lettre au ministère de la Santé, à la direction de l'hôpital, à l'agence régionale de santé. Elle a été signée par une vingtaine de personnes, hein, en disant mais comment ça se fait, ce qui se passe là, nous nos soignants ils se battent pour que justement on ait la liberté de circulation. On était le seul service ouvert de l'hôpital. On était un service comme les autres. Mais pourquoi on était ouvert? Parce qu'on faisait confiance aux gens, parce qu'on avait travaillé les conditions d'ambiance. Donc quand les gens en avaient marre, on leur disait bah allez sortir un peu dans le parc, allez vadrouiller, ou ils sortaient d'eux-mêmes. Ça permettait un petit peu de calmer les choses. S'ils étaient enfermés, bah ils peuvent pas sortir, évacuer un peu leur colère ou aller courir un peu dehors. Et ben, du coup, ça crée de la frustration, ça crée de l'énervement, ça crée de l'agitation, etc., etc. Bon. Et donc, il y a eu cette très belle lettre, et d'ailleurs, elle a été reprise par les juges dans le jugement au tribunal administratif, quand même. Donc tout ça, c'est pas rien. Et puis bon, moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup soutenu, parce que quand vous avez une direction d'un hôpital qui dit que, en fait, qui vous accuse de ce que vous avez dénoncé, et qui dit que vous êtes responsable de suicide de patients, de mort de patients, ils ont été jusque-là, hein, à m'accuser de trucs comme ça, et que en face, vous avez des lettres de patients qui disent non mais rétablissons les faits, bah ça change tout, quoi. Voilà. Donc voilà, la réponse est sur la question de la e-santé. Ça c'est la grande arnaque. Alors cette année, on est santé mentale, grande cause nationale. C'est plutôt grande mycose nationale en ce moment, hein. C'est-à-dire les champignons ils poussent, hein. Pourquoi C'est grande vilain, ça. hein, c'est vilain, hein. Ouais. Grande mycose nationale, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va servir à quoi, ça? Ça va servir à recréer et à créer encore plus de nouveaux marchés, ce que tu as dit, les marchés de la e-santé. En fait, avec votre téléphone, vous n'avez plus besoin de psy, vous avez votre chat bot, vous allez pouvoir parler à votre application, et puis ça va vous faire du bien. Mais ça va faire du bien à un certain nombre de personnes, parce qu'il y a tout dispositif que vous créez, ça va faire du bien à des gens. Voilà, parce que voilà, c'est comme ça. Mais bah d'abord, il y a des gens qui n'ont pas de téléphone. Il y a des gens qui ils ont besoin de relations humaines, un certain nombre. Et puis, vivement ce qui nous arrive, ce qui s'est passé en Espagne et au Portugal il y a quelques jours, parce que vous avez plus d'électricité, bah tout ça, ça s'arrête. Il va falloir retrouver des liens humains quand Oui, il n'y a et plus il faut pas oublier la d'électricité. partie coercitive, c'est-à-dire t'as pas pris ton traitement, bah t'as des mauvaises points, ton application va te Alors, rappeler que t'es pas gentil et que tu as pas suivi le voilà. traitement. Alors là, ça c'est Alibaba, le Alibaba TikTok à venir de la e-santé mentale. Vous allez être pisté pour tout si vous avez pris, pas pris. Mais c'est déjà le cas, hein. Il y a déjà des neuroleptiques connectés. Donc des traitements psychiatriques lourds contre les idées délirantes, etc. Où vous l'avalez, ça envoie une petite onde parce que la capsule s'est dissoute dans votre estomac, ça envoie une petite onde au téléphone portable et du coup vos contacts sont au courant que vous avez bien pris votre traitement.
c'est un neuroleptique qui existe depuis plusieurs années, hein. Alors les trucs d'éthique là, on dit le CCNE qu'il y a quand même un petit problème au niveau des libertés, mais aux États-Unis ça se vend et tout ça, c'est officiel et compagnie, c'est pas une dystopie, ça existe déjà. Bon, mais le pendant de la e-santé mentale positive là, c'est les gens pour qui ça ne répond pas, ça va être plus de ségrégation, plus de stigmatisation, et à la fin des fins, votre vie est ratée, bah vous pouvez mourir tranquille. Voilà. Si vous voulez, là, faut bien mesurer. Et la lumière fut, ça c'est ton côté christique. Hein. Exactement. Hein, faut bien mesurer que le refus de soins actuellement, la une des journaux, c'est souvent oui, ce schizophrène délirant en rupture de traitement, en rupture de soins. Le refus de soins aujourd'hui, il est du côté de l'État et des pouvoirs publics, à ne pas soigner la population, à faire que les lieux de soins, il y ait de moins en moins de professionnels, parce que les conditions d'exercice sont de plus en plus dégueulasses. Les soignants, ils se sentent honteux aussi d'attacher, d'avoir des pratiques de merde. Faut pas croire. Il y a une petite portion congrue de sadiques qui existe, mais la plupart, c'est des gens de bonne composition qui veulent bien faire leur boulot et qui n'ont pas les moyens psychiques, physiques, financiers peut-être de le faire. Mais et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils s'en vont de l'hôpital. On veut pas être des matons, des gardiens ou des tortionnaires. Et ça, c'est les politiques publiques qui organisent ça. Parce que le déficit de la Sécu, tout ça, c'est des constructions politiques. Hein. Faut arrêter avec ça. Vous avez vu là, on va trouver des milliards pour la guerre, pour se préparer. On nous a fait le coup du réarmement démographique, ça n'a pas tellement tenu. Donc maintenant, c'est le réarmement pour de vrai, tout court. Voilà. Là, il n'y a pas de problème pour trouver du pognon. Je rappelle les dizaines de milliards de fric de l'exil fiscal. Hein, voilà. Et en face, le trou de la Sécu, c'est peu hein, quand même. Hein. Quand vous avez 60 à 100 milliards d'euros d'exil fiscal tous les ans par les classes bourgeoises aisées, le trou de la Sécu, ça va. Parce qu'après, j'aimerais bien laisser un peu le parole au... Ouais. Bon, je m'énerve. Je sais que tu t'énerves, c'est pour ça. Ouais, je m'énerve. Mais bon, ton 20h15. livre, elle se Ouais, finit pas que sur l'énervement quand même. T'as des pistes et oui. tu parles pas des réformes. Et j'étais content parce que je serais très énervé et j'annulerais le soirée si tu m'avais parlé d'une grande réforme de. Tu parles d'abolition et je trouve ces termes assez importants. Que c'est il faut abolir toute une Oui. partie de pratique et de délire qui gère en général, la société aujourd'hui, mais t'es plus dans la psychiatrie, on parle de psychiatrie, mais je pense que l'abolition, c'est le bon mot. C'est-à-dire, il faut vraiment faire des choses, et je te laisse conclure sur cette question-là, et après, on va laisser la parole à la public, et moi, je veux préparer des choses. Bah, quand il y a un psychiatre qui fait la confrontation avec moi, qui dit oui, mais abolir les choses n'est jamais une bonne idée. Alors là aussi, lui, il a aboli l'inconscient, donc ça n'existe pas, il s'entend pas parler. On pense abolition de l'esclavage, abolition des privilèges, abolition de la peine de mort. C'est-à-dire qu'il y a des moments, faut être raide, faut abolir. C'est-à-dire que il va falloir faire autrement. Et le type à 3 heures du matin qui se casse la gueule, etc., eh ben, il va falloir qu'on soit à plusieurs, un certain nombre, pendant 1 heure, 2 heures, à être avec lui, à essayer de le tranquilliser, à être au loin, à laisser aller un petit peu là dans le jardin, et puis voir s'il se fait pas trop mal, etc. Il va falloir qu'on fasse autrement. Et par exemple, en Islande, la contention est abolie. Voilà, depuis les années 30. Le psychiatre, Parle dans le livre. voilà, islandais a dit bon, de toute façon, à partir du moment où il y a le dispositif, on s'en sert. Donc, on l'abolit, on garde juste une sangle pour le musée, pour dire ça a existé, ça, parce que plus vous avez des dispositifs dégueulasses, plus les gens vont s'en servir, mais plus les patients vont le demander. Quand il y avait des lobotomies en France, je vous conseille le bouquin d'Adèle Yon. Elle s'appelait où mon prénom est Elisabeth, aux éditions du Sous-sol. Faut que tu l'aies. Voilà. Qui raconte c'est l'histoire de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère. Bah, elle s'est fait lobotomiser. 88% de femmes étaient concernées par la lobotomie. 12% de mecs, 88% de femmes. On voit bien quand même la tendance psychiatrique quand même. Et les femmes le demandaient elles-mêmes à la fin. Donc, si vous avez la lobotomie, les gens vont finir par le demander. Si vous avez de la contention, les gens vont finir par le demander. Donc,
il faut savoir où on met le seuil. Moi, le seuil dans le service, dont on n'avait pas réussi à s'en passer, c'était la chambre d'isolement, c'était les traitements où on mettait beaucoup de traitements, le temps court pour que les gens redescendent, et puis après, on a baissé très vite les doses de traitement. Mais il y a des gens, aujourd'hui, des équipes qui ont réussi à se passer aussi des chambres d'isolement. Très peu, mais ça existe en France. Voilà. À Marseille, ils sont en train de s'en passer, ils s'en passent déjà. À Gap, dans les Alpes de Haute-Provence, il se passe des chambres d'isolement. Bon, voilà. Tout ça, ça existe, mais c'est pas soutenu par les pouvoirs publics, ça. Donc la question de l'abolition, et je finis là-dessus, c'est une abolition qui est pas juste légale, c'est aussi dans nos têtes. L'abolition des privilèges, le 4 août, ça s'est fait aussi, ça colporte un imaginaire. Et on est encore lié à ça, à cet héritage-là. Donc à un moment donné, faire des trucs dans la loi, c'est bien, mais ça permet aussi de transformer comment la société se pense elle-même. Et c'est ça dans le terme abolir. C'est le processus aussi qui compte dans l'imaginaire sociétal. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Et je laisse au public pour poser les questions s'ils ont des questions. Moi, j'ai plein, mais je veux pas te poser ça. Une autre fois. Moi, je voudrais voir un peu avec vous la question des médicaments, parce que actuellement, c'est un marché. Et puis, c'est plus un marché qu'un... Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là quand on a affaire à des personnes qui ont besoin de médicaments. C'est de plus en plus, et c'est de plus en plus fort. Et là, il y a quand même un système pharmaceutique en France qui est inquiétant, je trouve, au niveau des actionnaires, par exemple. Bah alors, c'est intéressant comme question. Bon, premièrement, moi je prescris des médicaments, je suis pas anti-médicaments. Par contre, ce que je dis toujours à mes patients, c'est moins j'en prescris, mieux je me porte, mais quand il y en a besoin, il y en a besoin. Et c'est le minimum possible si on y arrive. Mais ce qui est intéressant, là en ce moment, aujourd'hui, il y a une pénurie de 14 psychotropes en France. Il y a eu des tribunes de psychiatres qui disaient mais c'est pas normal, il faudrait que les laboratoires soient transparents par rapport aux médicaments. Alors, il y a une vieille stratégie des laboratoires pharmaceutiques qui est que quand ils créent des nouvelles molécules, ils créent une pénurie sur les anciennes qui sont sur le même marché. Hein. Il y a eu une molécule qui s'appelait l'Orap il y a quelques années, une vieille molécule, c'était un neuroleptique oral d'action prolongée que vous preniez une fois par semaine par la bouche. C'était pas une injection que vous faites dans la fesse. Et donc c'était un médicament intéressant parce que il était, pouvait le donner une fois par semaine dans cette voie-là, qui est de manger, quoi, et c'était pas intrusif. Bon. En fait, à un moment donné, le laboratoire, qui est le laboratoire Janssen, a fait la risperidone, une autre molécule. Et comme ça venait un peu en concurrence, et puis que c'était, entre guillemets, c'est ce qu'il disait, cher à entretenir les chaînes de montage du premier molécule le plus vieux, et que ce molécule rapportait rien, coûtait très peu cher, eh ben, il a pu être produit. Il y a eu des pétitions de gens, etc., pour dire il faut le relancer. Mais en fait, là, c'est là où la question du public se pose. Si on avait un service public du médicament qui soit dépris des logiques de prédation, vous voyez, parce que la question du big pharma, ce qu'il faudrait pas, c'est se dire en fait on peut se passer de médicaments. Il y a des fois, on a besoin de médicaments et c'est comme ça. Bon, et vous avez des gens qui en auront besoin peut-être toute leur vie, des fois qui en auront besoin un temps long, des fois pas longtemps. Ça dépend, on peut pas savoir par avance. Bon, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est une politique publique du médicament, un service public du médicament. Alors, vous voyez, Là, il n'y a plus la confiance, quoi. bah ouais, il y a plus la confiance parce que d'abord, il y a ces pénuries qui est quand même, quand vous avez un traitement qui marche bien et du jour au lendemain, bah vous avez plus rien, c'est la cata quoi. Quand vous avez aussi moi je m'informe qu'avec la revue Prescrire. C'est la seule revue indépendante de l'industrie pharmaceutique. La seule. Ça me sert. Je reçois jamais les visiteurs médicaux. Alors quand ils m'appelaient, parce que quand j'étais interne, ils m'appelaient, ils me disaient mais même pour un nouveau médicament, c'est surtout pour un nouveau médicament. Je suis vieux jeu, je prescris des vieux trucs connus, voilà, et on voit. Mais en fait, les questions qui sont jamais posées là dans la tribune, par exemple, des collègues psychiatres qui s'alertent à juste titre de la pénurie des psychotropes, c'est en fait, il faut pas demander aux laboratoires pharmaceutiques d'être transparents. D'abord, la plupart du temps, faut voir prescrire l'affaire du Mediator et compagnie, ils sont pas transparents.
Donc, la plupart, il y en a certains qui sont pas trop mal, et prescrire les notes. Mais en fait, il faut qu'il y ait un contrôle public quand vous avez l'affaire du Mediator. Irène Frachon, qui est aussi lanceur d'alerte, elle a été lanceur d'alerte, elle aussi, et elle a dénoncé le scandale de Servier qui a été condamné lourdement dans l'affaire du Mediator. Au départ, on disait ben non, c'est pas vrai, mais ils ont caché les études. Donc oui, on n'a pas la confiance. Donc il faut qu'on resitue la confiance, et la confiance, c'est dans les services publics. Mais quand vous avez l'État néolibéral qui néolibéralise les services publics, et où les services publics sont plus au service du public, mais sont au service de l'ouverture de marchés privés, c'est ça les services publics. L'hôpital public aujourd'hui, il ouvre des marchés. Vous avez plein de startups qui ont pris position dans l'hôpital pour vous proposer des services. Bon, ben voilà. Donc ça sert à ça. Donc si vous voulez, pour revenir à la question des médicaments, il y a ça, et il y a une surpsychiatrisation de la société, et donc une surmédicalisation aussi de troubles sociaux qui sont individualisés. La question des enfants hyperactifs. Là, il y a eu un article dans le New York Times il y a 10 jours, grand article très long sur l'ADHD, ce qu'on appelle le trouble déficit de l'attention et l'hyperactivité en France, le TDAH. Très à la mode. On est passé d'1 million de gamins dépistés entre guillemets hyperactifs en 1990 à 19 millions aux États-Unis. Et les mecs qui ont créé la catégorie, qui ont dit c'est un trouble, etc., etc., là sont en train de se mordre les doigts. Ils ont 80 ans maintenant et ils se disent peut-être qu'en fait on n'aurait pas dû y aller à fond. Qu'est-ce qu'on fait pour rattraper notre retard français de merde en France? Eh bien maintenant, les profs se font prescripteurs de Ritaline, de méthylphénidate, et en plus, il y a eu un article dans Le Monde, il y a pas longtemps, d'une journaliste qui disait la Ritaline, le méthylphénidate, n'est pas un dérivé amphétaminique. Alors que c'est un dérivé amphétaminique, Irène Frachon, avec qui je suis en contact, parce qu'on a la même avocate, voilà. Bah ouais, l'avocate lanceur d'alerte, merci Hélène Lequin. Eh ben, elle m'a dit, mais attends, ils nous ont fait le même coup avec le Mediator. Avec le Mediator, ils ont fait que de dire, ce n'est pas une amphétamine. Or, il y avait, au niveau chimique, il y avait ce truc-là, qu'on retrouve aussi dans le méthylphénidate. Donc, arrêtez un peu. Voilà. Et d'ailleurs, dans d'autres pays de l'Union européenne, est légalisé des amphétamines pour le trouble déficit de l'attention. Donc, ça va arriver en France. Et on va mettre de plus en plus de gamins sous amphétamine sans remettre en question c'est quoi le trouble fondamental d'absence d'attention aux gamins à l'école et dans notre société. Je veux dire, si vous faites pas le procès de la Ritaline sans faire le procès de Parcoursup, de mon master, de toutes les applications où maintenant Elisabeth Borne dit il faut faire Parcoursup dès la maternelle. Ça de merde, ça donne envie ça donne envie de s'énerver. Voilà. Je ne m'énerve pas plus, je ne dis pas plus, mais ça donne envie vraiment de s'énerver. Donc, vous voyez, ça, la médicamentation de portions de plus en plus grandes, tout comme les gens qui sont au travail, qui ont envie de se suicider, ou qui sont en dépression au travail, burn-out, on va dire vous êtes dépressif, sans mettre en question les organisations du travail qui sont aliénantes. Si vous ne faites pas le procès d'Orange et que vous ne faites que le procès des pauvres troubles psychiques des personnes à Orange qui ont du mal à s'adapter au climat concurrentiel généralisé, eh ben vous êtes un complice. Donc moi, en tant que psychiatre, quand les gens viennent pour dire je suis dépressif, je travaille chez Orange pendant que tout le monde se suicide, bah allez voir l'avocat, allez vous syndiquer, militer, et après on parlera de votre dépression. Peut-être qu'en plus vous êtes déprimé. Mais si vous faites pas tout ça en même temps, bah vous êtes complice. Toutes les circonstances, quoi. Le milieu, il faut analyser le milieu. Le milieu, c'est vous dans votre vie, votre famille, vos proches, votre travail, votre circulation, votre groupe social. Voilà, on n'est pas déprimé de la même façon quand on fait partie de minorités, avec le racisme systémique, etc., que quand vous êtes blanc et que vous êtes des classes bourgeoises, etc.
une même forme de dépression, on n'a pas les mêmes ressources, etc. Donc on fait une analyse du milieu. Dans quelle société vit-on? C'est pas la même chose d'être à Gaza sous les bombes de l'armée israélienne que d'être en France dans un désert médical. On fait pas la même psychiatrie. Voilà. Merci. Je vous conseille la lecture de Journal de bord de Gaza de Rami Abou-Djamous, publié chez Libertalia, que t'as pas, mais il faut que tu commandes du coup. Mais oui, Ouais. cher Mathieu, que des livres de... Libérer les contentions, euh, diagnostiquer les gens avant qu'il soit trop tard. Enfin, qu'il soit trop tard, c'est gaffe, on demande beaucoup de moyens, mais on les a pas. On n'est pas prêt de les avoir, j'ai l'impression. Oui, mais alors, ça, c'est un argument que j'entends tout le temps. Euh, le problème, c'est deux choses. C'est que le manque de moyens accroît, cristallise les choses. Mais quand il y a des moyens, il peut y avoir de la contention, et quand il n'y a pas de moyens, il peut ne pas y avoir de contention. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle en France, il y a 15% des services de psychiatrie qui n'attachent pas ou très peu. Et il y a 85% qui attachent généralement ou beaucoup, ou voire qui font que ça. Et c'est les 85% qui disent aux 15%, vous mentez, c'est pas vrai, alors que c'est les mêmes conditions. C'est des histoires de culture locale de soins, des cultures d'équipe, de comment on travaille le milieu. Et là, le 5 juin, il va paraître l'étude scientifique PledCare qui justement va raconter ça. Ils ont fait une enquête sur comment font les lieux qui n'attachent pas aujourd'hui en France à l'hôpital public psychiatrique. Juste pour faire un témoignage, j'ai travaillé dans un service où on était en chronique manque de personnel, mais jamais on faisait le contention. Jamais, jamais, je veux dire, dans les Jamais. cas d'urgence. Ah, il y avait des conventions temporaires, mais en effet, ils ont été pas géniales, mais 3-4 éducs, un psychiatre, un psychologue, à côté de jeunes, on le tient parce qu'il est dans une crise très violente. C'est pas pour défendre Mathieu, parce qu'on n'est pas d'accord sur plein de choses. Non. Mais je dis, j'ai vécu dans le service où on était à 3-4 éducs, absence de personnel, et on arrivait à tenir sans attacher les personnes. On pouvait le contenir un peu physiquement sans le faire du mal. Bon, suivant, on était à plusieurs. C'est dur, c'est un travail dur qui demande l'énergie, qui demande l'investissement, mais il est possible. Je croyais pas avant. Avant, j'irais beaucoup plus facilement vers une contention un peu viriliste, quoi. Je dis, bon, je le cogne là, je le pose par terre et je le tiens et bah il ferme sa gueule. Et là-bas, c'est pas pour défendre le lieu, il y a des autres problèmes, mais c'est débouché toujours sur une parole. Et ça, c'était très important. C'est chaque fois, on permettait quand même en personne, alors je vais être vulgaire, vider son sac. Ça veut dire à nous dire qu'est-ce qui va pas, de son point de vue. Des fois, c'était pas acceptable. Des fois, on était obligé de tenir plus longtemps en expliquant ça c'est pas possible, il faut ci, il faut ça. Mais c'est vraiment possible. C'est pas pour défendre, mais en lisant le livre de Mathieu J'en raconte plusieurs. Juste pour pas oublier, à aucun moment, en étant professionnel pendant 25 ans, à aucun moment je trouvais que c'était bidon. Et j'ai lu beaucoup de livres professionnels où je me disais bon, c'est bon. Et là, c'était chaque fois, j'ai vécu des situations qui décrit, je l'ai vécu d'extérieur, pas d'intérieur parce que j'étais jamais attaché, mais avant, dans certains établissements, j'étais obligé de contraindre personne beaucoup plus fortement et je revenais de maison très malade en fait. Qu'est-ce qu'il décrit aussi? C'est on n'est pas heureux de faire des choses comme ça. Du coup, c'est bon, j'interviens trop, mais c'est possible. C'est dur, physiquement c'est éprouvant, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, mais oui, voilà. Et puis une chose, c'est que tout comme on n'attache jamais seul, on n'attache pas jamais seul. C'est toujours un travail d'équipe. Je raconte plusieurs histoires de pratiques dans le livre où j'étais appelé pour un week-end pour attacher quelqu'un dans un autre service, donc c'était pas mon service, etc. En renfort, j'étais avec des infirmiers de l'équipe et nous on s'était formés aux enveloppements, quoi, ce qui est appelé les PAC. Alors Ça, les c'est PAC, maltraitant. c'est maltraitant, c'est considéré comme une torture, c'est des enveloppements secs, vous mettez quelqu'un dans un drap, donc vous avez des PAC secs, voilà, et en fait vous massez les gens, vous êtes là pendant 3 quarts d'heure, vous les massez, etc. Et en fait la personne, on l'avait pas attachée et elle était bien, elle était bon. Et je raconte tout ça, donc je vais pas vous le raconter là. Vous le lirez si ça vous intéresse. C'est Mais pas ce problème. en fait, la question c'est que pour ça, il fallait qu'on soit formé toute l'équipe, il fallait qu'on se connaisse. Il faut aussi ne pas avoir peur de toucher les patients, leur corps. C'est-à-dire, moi, ça m'a déridé parce qu'il y a un truc de, oui, en psychiatrie, on est dans notre tête, quoi. Mais
les patients, ils investissent leur vie avec leur corps. Et puis en plus, les traitements, ça fait grossir, ça fait une image du corps vachement compliquée. Ils sont laissés à l'abandon, les corps des patients. Donc, par exemple, on faisait souvent des fêtes, nous, dans le service. Alors, on pouvait danser ensemble. On pouvait faire des trucs comme ça. Enfin, voilà. Et le fait que le corps vécu des gens, ben, on se contente pas juste d'objectiver le corps, de leur sauter dessus, on l'attache et puis basta, mais que bah voilà, on les masse. Et puis nous, on avait des psychomotriciennes, par exemple, dans le service, qui nous formaient aussi à comment on est avec le corps des patients et tout. Bah, ça a permis de faire une culture d'équipe où la question du corps vécu bah, existait quoi. Donc c'est aussi comme ça, c'est-à-dire que quand quelqu'un par exemple a des angoisses corporelles, vous les repérez beaucoup plus vite et du coup bah, vous pouvez aussi les apaiser des fois en donnant la main, en tenant voilà, c'est des petites choses quoi. Mais ça aussi ça demande des formations, ça demande pas avoir peur des patients, ça demande aussi à se faire confiance, voilà, tout un tas de choses quoi. Mais c'est vraiment un travail. Et voilà, pour que les portes, par exemple, soient ouvertes d'un service, bah, ça peut prendre 2, 3, 4 ans. C'est pas juste vous ouvrez la porte. C'est un contexte. Moi, j'étais dans une hôpital de 17e, en plein centre de Paris. Le porte, ils ont été grand ouverts sur le quartier qui est quand même assez bourgeois et tout ça. Jamais on a eu des fugues des gamins ou des problèmes avec les gamins. Jamais. Même en plein Covid et tout le enfermement de société, les portes, ils ont été grandes ouvertes. On n'avait aucune fugue. On avait plus du mal à envoyer les jeunes en dehors des établissements que qui se barrent des établissements. Mais après, bien sûr, il n'y a pas, c'est pas le magie, mais c'est quelque chose qui marche. Mais comme il dit Mathieu, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, on est aussi, des fois, on est dans une culture. Moi, j'étais dans les établissements où j'étais dans la culture de ce type. Ben, je me confondais à la culture et je le faisais. Et après, je me disais à la maison, je me disais, mais c'est pas normal. Je peux pas continuer comme ça. Mais je continuais parce que c'était le pratique d'établissement. Mais on est toutes et tous traversés par ça, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas il y a les bons et les méchants, etc. Enfin, je veux dire, on est tous traversés par des moments où, d'abord, on sait pas quoi faire, où on fait de la merde. Mais la question, c'est comment on se met en question. Voilà. S'il y a juste un truc à retenir, c'est ça, quoi. C'est toujours essayer d'ouvrir des espaces pour pouvoir questionner ce qui nous arrive, quoi. Et, et sortir de la honte, en fait. Parce que ce que je raconte dans le livre, c'est, au fond, il y a trois façons, il y a trois destins de la honte. Ça, je l'ai pas écrit, mais bon. C'est soit bah, vous restez avec cette honte individuelle, j'attache, je me sens mal, ce que tu dis, je reviens à la maison, je me sens mal, et vous pouvez pas partager la honte. Ou alors on vous dit, oh ben t'inquiète pas, c'est le métier qui rentre. Et alors là, c'est terrible parce que si c'est le métier qui rentre, vous vous habituez, vous vous anesthésiez, et puis vous voyez plus où est le problème, et puis ça donne Sainte-Anne hôpital psychiatrique le documentaire quoi. Soit bah vous supportez pas, vous partez, et puis bah là, ou alors vous êtes en dépression ou ça va pas, ou soit vous dites bon collectivement comment on fait autrement. Et là vous, c'est ce que j'appelle dans le livre le collectif thérapone. Comment on va essayer collectivement de se poser les questions de ça nous va pas, on veut faire autrement. Peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais au moins on se pose les questions. Sortir de la colère aussi, on éprouve souvent la colère quand on est confronté à des situations où on partage pas forcément les convictions de tout le monde, ou bien ou bien même vis-à-vis des patients, ça peut arriver. Mais comme disait Ségolène Royal, il y a de saine colère. Tu vois, j'ai cité, hein. Bravo, bravo Non, Mathieu. mais c'est-à-dire que la colère, elle peut être aussi transformatrice. Moi, les abus, ça me fout toujours en colère, et j'espère bien que je serai toujours en colère. La question, c'est après, comment, à partir de la colère, Voilà. on en fait un moteur de transformation qui soit pas soit une colère sacrificielle de je pète tout, et là, en fait, à la fin du livre, je dis, en fait, ce livre, j'aurais jamais pu l'écrire si j'avais pas été destitué de mes fonctions de médecin-chef. Si j'avais eu encore des patients à l'hôpital, etc., j'aurais pas pu l'écrire parce que toute prise de position aurait pu être retournée contre les patients que j'ai à soigner. Ou contre Et donc, toi aussi. contre moi, bien sûr, mais en fait, moi, c'est moins important que primum non nocere, c'est-à-dire que les patients que je dois soigner avec les gens avec qui je travaille, il faut pas qu'ils soient exposés à de la saloperie. Donc, si j'avais publié ce livre alors que j'étais, par exemple, encore médecin-chef ou psychiatre à l'hôpital public, mes prises de position auraient pu être retournées contre les patients. Ah, ben la scène, il dit qu'on peut pas attacher. Bah tiens, on va faire monter ces patients pour alors hein, il va être obligé de prescrire la contention. Vous voyez? Donc la colère, il faut qu'elle soit transformatrice, mais il faut pas exposer les gens non plus. Ça, ce serait du sacrifice. Et on doit, en tant que soignant, bah, faire gaffe à pas que les gens soient pas sacrifiés sur nos autels idéologiques ou de pratiques comme ça, quoi. Bon.
Merci beaucoup, Mathieu. Non, mais merci. Bon, vous avez le livre de Mathieu Bellassem ici. Il est prêt à dédicacer à limite combien? Hein? 3 ou 4. Non, non, mais je peux le faire, mais... Si vous avez encore des questions, j'ai arrêté. Ah, on peut boire un coup, et puis on peut On peut parler boire le aussi. coup et vous Ouais, pouvez discuter avec Mathieu dans le jardin, on se sent ouais, mieux. ouais, très bien. Mais le Ouais. livre, elle est là. Ah ouais. Je vais boire un coup, là. J'ai encore un peu. Dis-moi, bah, tu parles trop. De l'eau, là, t'as encore un peu de chocolat. Bien, là-bas, il y a- c'est vrai, il y a- il y a- il y a-